Bon, les plus sagaces d'entre vous auront remarqué que nous sommes sur ce qu'on appelle un all-male panel. Donc évidemment, nous ne sommes qu'entre hommes. L'occasion de vous signaler que dans la première version du programme, Tara Gandhi devait être avec nous. Malheureusement, elle a eu un empêchement. Et nous ne sommes qu'entre Français. Et dans la première version du programme, il y avait Denis Meadows qui lui aussi a eu un empêchement. Donc voilà, c'est une année compliquée. Donc merci d'autant plus à tous les trois d'être là. L'occasion de rappeler que la programmation au complet de Darwin est-elle paritaire. Alors on va parler de comment est-ce qu'on prolonge la paix. J'ai vu que sur le programme en anglais c'était Rest in Peace. Évidemment Rest in Peace, c'est polysémique parce qu'il y a un cas où ça se passe pas mal et l'autre où il faut se dire au revoir. C'est plus compliqué. On va en parler avec nos trois invités. Donc à l'extrême droite, pour moi géographiquement, mais évidemment il n'a rien à voir avec tout ça, William Bourdon. Vous êtes avocat, fondateur de Bourdon, avocat et associé. Vous êtes président de Sherpa et aussi auteur de plusieurs livres, notamment un tract qui a paru récemment sur les violences policières. À vos côtés, François Grunewald, vous êtes ingénieur agronome de formation. Aujourd'hui, vous dirigez l'URD, Urgence, Réhabilitation et Développement, ainsi qu'un master en humanitaire à Paris 12 de mémoire. Il change de nom avec les regroupements. Et j'engage pour connaître mieux votre œuvre à aller sur France Culture et écouter des séries de podcasts assez passionnants que vous avez fait sur les crises actuelles à Gaza et en Ukraine, dont vous nous parlerez certainement. Et juste à côté de moi, Dominique Bourg, vous êtes philosophe, vous êtes de Lausanne. Est-ce que vous faites partie des 85% de Suisses qui ne sont pas millionnaires ? Bon, très bien. Un Suisse majoritaire. Et vous êtes l'auteur, notamment, dans la même collection Tract avec Johan Chapoutot, d'un petit livre qui s'appelle Chaque geste compte, à comprendre avec ironie, puisque c'est essai sur notre impuissance publique. Et puis, tout récemment, un livre qui est vraiment en écho avec la conférence qu'on va avoir ici, un livre à la conférence, à la couverture noire, comme le contenu, qui s'appelle Dévastation, qui est apparu aux presses universitaires de France et qui revient exactement sur ce qu'a dit Boris Cyrulnik, à savoir que depuis le néolithique, l'homme est un peu dominé par sa culture violente. Le petit fait nouveau, c'est effectivement l'accélération du dérèglement climatique, parce que Boris Cyrulnik revenait sur le fait que si on regarde à une très très longue échelle, il y a des périodes de glaciation, il y a des périodes de réchauffement, et ceci est vrai. C'est évidemment récupéré par les climato-négationnistes qui disent c'est déjà arrivé et en ce moment le réchauffement climatique n'est pas tellement plus élevé que ce qui se passe d'habitude. On a battu d'ailleurs 10 records de chaleur, de froid depuis le début de l'année contre 600 records de chaleur, donc voilà. Est-ce qu'on peut partir de là en se disant voilà, le dérèglement climatique il est à l'œuvre, le réchauffement climatique il est à l'œuvre et il menace. Quand on dit il menace l'habitabilité de la planète pour le genre humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire face à quel type de phénomène dans les années à venir et pourquoi est-ce que ça va susciter des violences? Alors déjà peut-être, avant de parler des violences, on va décrire ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, non pas à la fin du siècle, hein. C'est en cours et donc dans là et les décennies qui viennent. Et première chose, effectivement, le réchauffement actuel, il n'a absolument rien à voir avec l'alternance qu'on connaît depuis le Quaternaire entre les aires glaciaires de 80, en gros 80 000 ans, et puis 10-20 000 ans d'interglaciaire. Quand on passait d'une ère inter à une ère glaciaire ou vice-versa, c'était une augmentation de la température d'1 degré en 1000 ans. Les êtres humains qui vivaient une trentaine d'années s'en rendaient absolument pas compte. Là, aujourd'hui, en 50 ans, on a connu une hausse de la température d'au moins, pratiquement maintenant, 1,3 degré. Donc, en 50 ans, ça n'a rien, même pas 50 ans, disons fin des années 70, en 40-45 ans. Donc ça n'a rien à voir. Et en revanche, là où ça aurait un petit peu à voir, c'est en termes de surface qui vont devenir inhabitables. Alors quand on parle d'habitabilité, c'est pas d'abord pour l'espèce humaine. De toute façon, l'espèce humaine, à part ici, bon, elle vit pas toute seule, hein. Elle est entourée toujours du reste des vivants et les hommes tout seuls, ils crèvent. Bon, c'est tout simple. Donc on est confronté à une péjoration et à une destruction de l'habitabilité de la Terre. Alors je vais vous décrire ça, je vais essayer d'être le plus clair possible. La première chose, et là il y a un papier très célèbre qui va nous y aider, il suffit de regarder la distribution des populations humaines dans l'histoire. On peut remonter au moins 6000 ans. Elle n'a pas bougé.
En fait, c'est là où vous avez la productivité primaire la plus importante, que vous avez plus d'êtres humains qui ont fini par être en haut de la chaîne trophique. Donc on va répartir la Terre, les surfaces habitables, en deux aires. La première sont les aires tempérées. En moyenne territoriale annuelle, on va aller de 11 degrés à 20 degrés. Et puis on a les aires tropicales, on va aller de 21 à 30. Maintenant, je regarde les aires tempérées. Là où vous avez la densité traditionnellement la plus importante dans les aires tempérées, c'est là où on s'approche des 20 degrés en moyenne territoriale annuelle. Et si vous allez vers le plus froid, c'est un très lent décrescendo, très progressif de la population. Maintenant, si vous regardez du côté du chaud, les aires tropicales, donc de 21 à 30, là encore, c'est lorsque vous êtes vers le plus haut, 24, 25, 26, que vous avez la plus grande densité. Je vous rappelle que cet été, et on s'arrête à 26, je vous rappelle que cet été, l'Espagne, c'est 25 degrés de moyenne territoriale. L'Italie, à peine en dessous. D'accord? Mais à partir de 27, la population humaine chute. Au-delà de 30, il n'y a plus de population humaine, très peu de vie par ailleurs, et parfois dès 29, en moyenne territoriale, il n'y a plus de population humaine. Donc ça, c'est une répartition très long cours. Les fameuses technologies dont parlait Boris Cyrulnik n'ont rien changé. Alors, elles permettent un habitat temporaire en Antarctique, à un coût énergétique faramineux, mais il est temporaire et il faut tout amener des aires habitables. Donc, nos techniques n'ont rien changé. Maintenant, vous prenez un réchauffement moyen qu'on connaîtra dans la deuxième moitié du siècle. En moyenne, là, on a à peu près... Les moyennes, c'est sur 10 ans. Hein. On est à peu près 1,3, mais 2023 a connu une hausse de température de 1 degré, 4 dixièmes, 8 centièmes, donc à quelques pouillèmes des fameux 1,5. Et si on prend les 12 derniers mois, on est à 1,6, à peine plus, mais en gros, 1,6. Donc là, un réchauffement moyen de 3 degrés, on l'aura dans la deuxième moitié du siècle. Et donc là, vous décalez tout ça. C'est-à-dire que tout va vers la droite, vers le non-habitable. Donc vous avez déjà des régions gigantesques qui vont devenir inhabitables et qui sont en fait les plus peuplées. Ça, c'est la première chose. À ça, vous ajoutez, parce que ça c'est la chaleur sèche, vous ajoutez la chaleur humide. En tant que mammifère, à partir d'un certain degré, on régule sa température intérieure grâce à un phénomène physique. Le passage du liquide au gazeux mange des calories. Et comme ça se passe sur votre peau, qui elle est à 35 degrés, la température intérieure à 37, ben ça vous rafraîchit. OK ? Et en tant qu'humain, on a vraiment la chance parce qu'on peut justement transpirer et transpirer sur toute la surface de son corps. Un petit moment de sensibilité pour nos amis les chiens. Eux, voilà, c'est la gueule. Les chats, c'est les coussinets. Et donc, par exemple, au mois de mai, vous avez des singes hurleurs qui tombaient raides morts des arbres parce qu'ils ne transpirent pas. Les seuls mammifères qui transpirent en dehors de nous, je crois, ce sont les chevaux. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Eh bien, ils crèvent parce qu'ils ne peuvent pas réguler leur température. Et là, en fait, à partir du moment où vous n'arrivez plus à réguler, et dès que l'humidité, enfin, si vous voulez, la zone mortelle, c'est un jeu entre l'humidité relative de l'air et puis la température. D'accord ? Et il faut que vous sachiez, j'y reviendrai juste après, il y a plus d'humidité dans l'atmosphère aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Parce que ça se réchauffe. J'y reviendrai ça après. Et donc, lorsque, effectivement, vous n'arrivez plus, parce qu'il n'y a plus de marge, l'air est trop humide, quand vous n'arrivez plus à évaporer votre transpiration, eh bien, vous vous réchauffez d'1 degré par heure. Si vous êtes au travail, ça va très très vite. Parce que là, un corps au travail dégage 500 watts, un corps au repos, 100. Donc déjà, au moins, à minima, ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler en extérieur. Mais comme il y a les animaux qui sont aussi sensibles au sujet, comme les plantes évapotranspirent, elles sont aussi sensibles au sujet, il y aura des dégâts pour les écosystèmes, on a du mal à les apprécier. Donc là,
avec la chaleur sèche, on est dans l'inhabitable total. Avec la chaleur humide, on va osciller entre le très difficilement habitable et l'inhabitable. Hein, si vous avez 3 mois dans l'année ou 4 mois dans l'année de chaleur humide mortelle, en tout cas au seuil de mortalité, c'est toujours compliqué, on peut mourir avant et d'autres vont résister encore un peu, eh bien là, effectivement, il y a des territoires qui ne deviendront plus habitables. À ça, vous ajoutez la montée du niveau des mers, et vous ajustez l'ensemble des événements extrêmes. Si, imaginons que dans cette salle, on ferme tout, à votre place, il y a une piscine gigantesque, et on réchauffe la salle d'1 degré, vous aurez 7% de vapeur d'eau en plus, c'est une loi physique, dans la pièce. Dans la nature, c'est un peu moins, mais comme on est proche des 1,5 degrés sur une longue durée, eh bien, ça veut dire qu'on a pratiquement 10% d'humidité en plus. Donc ne vous étonnez pas que vous ayez maintenant une pluviosité, comme ça c'est en train de se passer en ce moment où je vous parle, en Autriche, etc., en Pologne, dans l'Europe du centre, vous avez des pluviosités très destructrices. Si vous habitez Bellinck, au Pas-de-Calais, eh bien, on vous a dit que vous allez devoir déménager. Parce que vous avez eu en une seule année, 3 inondations destructrices. C'est plus de l'aléa, ça devient récurrent, on ne peut plus assurer. Alors, rassurez-vous, le président de région a raconté aux gens que c'est parce que les écolos, pour sauver une espèce de grenouille, les empêchaient de curer les cours d'eau. Quand ils tombent entre 300 et 500, mais parfois jusqu'à 1000, en quelques heures, millimètres d'eau, vous avez beau curer les cours d'eau, c'est débile comme réponse. Elle est même crétine, hautement crétine et mensongère. Alors, et en montagne, c'est pire, parce que c'est pentu. Donc la montagne, d'un côté, il y a la fonte du pergélisol, et de l'autre, maintenant des précipitations qui seront ravageuses. Et donc, si vous ajoutez à ça le fait qu'on aura probablement plus de mal à produire de la nourriture, que vous avez une saisonnalité parfois irrégulière, etc., et d'autres phénomènes, des ravageurs que vous n'aviez pas autrefois, bah de toute façon, vivre sur Terre est en train de devenir plus difficile. Donc là, vous avez toute la gamme qui va de la destruction de surfaces habitables, alors on va en gagner un petit peu dans les latitudes nord, cela dit, la destruction de surfaces habitables, et puis la péjoration générale de l'habitabilité de la Terre par ailleurs. Eh bien, on est bien. Merci pour ce premier panoptique. J'ai perdu un stylo, je prendrai des notes comme ça. Ne pensez pas que j'écoute pas mes invités. Ah si, je te retrouve. Juste un mot, parce que je sais qu'on a une lecture en commun qui est l'œuvre du romancier Kim Stanley Robinson, qui s'appelle The Ministry of the Future, donc le ministère du futur. Dans ce gros livre extrêmement documenté, ça s'ouvre par... je ne veux pas spoiler, c'est les premières pages, hein, qui s'ouvre par une canicule en Inde, et comme vous évoquiez la chaleur humide, qui fait 30 millions de morts. Et donc, 20. Ah, pardon. Et donc, évidemment, derrière, ils se mettent à être là, pour le coup, d'authentiques éco-terroristes, rien à voir avec les gens qui manifestent contre la 69. Est-ce que ce phénomène d'imaginer quand même l'effet d'une guerre mondiale, 20 millions de morts, oui, oui, mais est-ce que c'est plausible ? Malheureusement, c'est plausible. Si vous regardez justement les questions de chaleur humide, par exemple, eh bien, l'Inde est vraiment très, très sujette. Vous avez tout le piémont de la chaîne himalayane qui est très, très humide, et vous avez les côtes qui sont extrêmement humides. À cet endroit-là, au Mexique, en Chine, etc., cette année, on a eu des températures humides qui sont au seuil de la zone de mortalité. Et nous sommes au début du phénomène. Et ça nous a vraiment surpris, cette histoire de chaleur humide. La première fois que le GIEC en parle, c'est le précédent rapport. C'est le 6e rapport. Pour la partie 1, la partie physique, il a été publié, je crois, fin 2021. Il n'avait jamais été question de ce sujet auparavant. Il avait été expérimenté par les Américains durant la guerre du Vietnam, mais il y avait très, très, très peu de travaux. Les travaux commencent. Et là, justement, moi, je m'occupe d'un groupe de l'UNESCO où on a un peu d'argent et on commandite de la recherche. L'IPSL, et c'est Johan Robin, avec Serge Vautard, qui est le patron du labo, qui sont en train de nous faire des modélisations justement sur l'Inde pour calculer la probabilité de ce genre d'événement. Effectivement, c'est pas une ânerie de romancier. Hein, c'est quelque chose de tout à fait plausible.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui nous arrive, effectivement, Boris tout à l'heure a rappelé toute la saga humaine et avec les alternances entre cycles, périodes glaciaires longues et interglaciaires courtes. Mais là, c'est tout autre chose. En accéléré de puissance, en population, en démographie humaine, en importance des infrastructures et en capacité militaire de destruction. On est dans une donne par rapport à laquelle il n'y a pas de précédent. Si effectivement ce que je suis en train de décrire devant vous va se passer, et apparemment c'est ce qui devrait se faire, eh bien, toutes les populations ne vont pas se déplacer, et puis ça va se jouer sur plusieurs décennies. Mais on risque d'avoir des mouvements migratoires beaucoup plus, et même le mot migratoire, il est faible dans ces cas-là, beaucoup plus important que ce qu'on imaginait il y a encore quelques années. François Grunewald, je me tourne vers vous. Le journaliste du Monde, grand spécialiste des questions environnementales, Stéphane Foucard, s'énerve régulièrement contre la profession sur son incapacité à faire des ponts entre des phénomènes qu'ils disent sociaux ou naturels avec la question du dérèglement climatique. Sur la question des conflits, c'est particulièrement patent. Historiquement, les guerres étaient surtout des guerres de religion ou un peu de territoire. Avec la nouvelle donne que vient d'évoquer Dominique Bourg, de tensions pour les ressources, pour les territoires, pour les meilleurs sols aussi, enfin pour avoir les terres agraires les plus performantes. Bref, quel rôle joue le dérèglement climatique dans les conflits actuels ? Alors, je vais commencer par un exemple d'un exercice qu'on avait conduit il y a quelques années, donc, où on avait donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, les services de santé, etc., sur le Bangladesh. Donc ça commençait par un premier cyclone, des cyclones classiques comme il y a sur la côte des cyclones au Bangladesh, avec 300-400 morts et 150 000 déplacés qui partaient plus vers l'intérieur. Classique. L'aide internationale, les mécanismes de protection civile du Bangladesh sont capables de gérer ça malgré les dégâts. Dans l'exercice, une semaine et demie après, on avait un deuxième cyclone qui fait partie des cyclones qui sont possibles maintenant dans cette mer-là avec la montée de l'eau et le changement climatique, qui cette fois arrivait jusqu'à Dhaka, donc la capitale, et d'un seul coup, on avait 8 millions de personnes qui devaient fuir la zone inondée et qui partaient vers l'Inde. Et l'Inde, vous vous rappelez l'histoire de l'Inde et du Bangladesh, ferme la plaine, les canons sont là, et ça devient une crise du Conseil de sécurité. Donc dans notre exercice, on faisait gérer ça. On avait tous les... Et en fait, moi j'ai continué à faire des missions en Inde et au Bangladesh, et dans les discussions que j'ai pu avoir avec les militaires indiens, par exemple, je leur racontais l'histoire de l'exercice et ils me disaient « Mais nous, on s'entraîne de façon permanente à ça quand ça peut arriver, quand ça va arriver. » Et donc, d'un seul coup, on peut avoir une situation d'un phénomène climatique extrême de grande ampleur qui se transforme en un conflit. Donc ça, c'est un type d'exemple. Alors après, donc, Boris Cyrulnik nous a parlé du Soudan. Moi, depuis 1993, j'ai été dans toutes les grandes évaluations des réponses au Sud-Soudan, au Nord-Soudan, Darfour, etc. Et on voit en effet qu'on est dans un contexte dans lequel le lien entre ressources naturelles, conflits et tentatives de prise de contrôle de ces ressources par l'homme sont fondamentales. Je rappelle que la guerre a repris au Sud-Soudan quand une compagnie française a commencé à tracer un canal pour détourner l'eau du Nil Blanc pour l'amener sur les zones d'irrigation de Khartoum. Et d'un seul coup, la guerre a déclaré parce que pour les populations qui vivent de ces marécages dans ces zones-là, d'un seul coup, le canal voulait dire on assèche et toutes les ressources disparaissent. Et donc, le retour de la guerre au Sud-Soudan, dans les années, fin des années 50, début des années 60, est directement lié à une histoire de perception au nord que les choses commençaient à s'assécher. Donc, besoin d'accès à de l'eau pour l'irrigation. Donc, on va prendre cette eau où elle est, et où elle est à des endroits où les gens vivent et ont adapté tout leur système de vie à la présence de cette eau.
et d'un seul coup, conflit. Donc ça, c'est un type de situation. Le Darfour, c'est encore une autre histoire, mais pareil, hein, les zones sèches des bergers Zaghawa commençaient à s'appauvrir, ils commençaient à descendre vers le sud, et là, ils rencontrent des peuples agricoles, etc., et c'est la guerre pour récupérer le territoire. On a des processus à peu près similaires, avec d'autres composantes quand même sur le Sahel. Moi, je suis agro-pastoraliste à la base, donc j'ai passé beaucoup de temps dans toutes ces zones à travailler sur la problématique des conflits agro-pastoraux, pasteur-pasteur, etc. On voit que ces choses-là s'accentuent, à la fois parce qu'il y a cette pression sur les ressources en herbe et les ressources en eau. Les gens vont chercher de l'herbe et de l'eau là où il y en a, et là où il y en a, il y a des gens qui vivent et des agriculteurs. Donc voilà, et alors évidemment, il y a toujours des acteurs extérieurs qui veulent utiliser ces conflits. Hein. On a les djihadistes sur le Sahel qui optimisent ces conflits agro-pastoraux. On a, pareil, le pouvoir de Khartoum qui a optimisé le conflit entre les Zaghawa et les agriculteurs. Donc, ces guerres peuvent j'en parlerai dans la deuxième, la tribune tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de ces guerres sur les pâturages, sur les ressources, ces conflits sur les ressources ont toujours été gérés, jusqu'à relativement récemment, par des mécanismes sociaux, des mécanismes de médiation, des mécanismes de gestion de codes ruraux traditionnels, le fameux discussion sous l'arbre à palabres pour gérer. Et quand il y avait des conflits, ça se passait avec un arc, une sagaie, etc. Quand on a vu arriver la multiplication des armes légères, donc les kalachnikovs dans les campagnes, plus des acteurs qui avaient intérêt de garder une grande instabilité, donc d'empêcher que ces conflits pour les ressources ne se règlent, d'un seul coup, ça devient plus grave. Mais ces choses-là peuvent en effet nous toucher autrement. On a parlé des villes. Nous, on a conduit toute une série d'enquêtes et des travaux qu'on a publiés il y a quelques années sur deux choses assez passionnantes. D'abord, ces fameuses vagues de chaleur. C'était le moment où il y avait ce qu'on appelait les bombes de chaleur en Californie, mais nous, on a travaillé sur l'Inde. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que ces situations-là vont à des moments souvent où l'eau se raréfie et les tensions urbaines peuvent très facilement se transformer en conflit. C'est la grande peur des autorités indiennes de voir d'un seul coup Chennai se transformer en une zone de guerre urbaine à cause de l'impossibilité d'avoir de l'eau ou à cause de la bataille pour les générateurs pour faire marcher les climatiseurs. Donc il y a cette dynamique-là. Et donc, en effet, ces phénomènes sont importants. Et alors, je dirais, dans l'autre sens, quand j'enseignais il y a quelques années, mes étudiants me disaient quelle langue il faut apprendre. Je leur disais il faut apprendre le chinois. Ils me disaient pourquoi il faut apprendre le chinois? Parce que vous allez voir, la prochaine grande crise politique en Chine qui va être peut-être liée à la rupture du barrage des Trois Gorges à cause de pluies massives en amont, ça va amener une crise politique énorme. Le régime va tomber, ça sera la guerre civile en Chine et peut-être qu'il faudra y mettre de l'aide humanitaire. Donc voilà, dans les scénarios possibles, ça fait partie des dynamiques auxquelles il faut s'attendre. Il faut peut-être juste rappeler un peu ce qu'est le barrage des Trois Gorges, oui, qui est une construction phénoménale pour laquelle on a déplacé des dizaines de millions de personnes. Voilà, exactement. C'est le plus grand barrage du monde, grosso modo. Juste un petit complément, je n'ai pas pensé tout à l'heure, j'ai oublié les incendies, mais peu importe. Une chose vraiment importante, c'est notamment la recherche d'un chercheur privé là, qui s'appelle Christian Clot. En fait, quand la chaleur ambiante augmente, et ça renvoie au discours de Boris Cyrulnik tout à l'heure, par exemple, l'agressivité augmente très fortement. Nos capacités de compréhension, de résilience, etc., tout ça s'affaiblit. Donc, si vous voulez, la température ambiante, ce n'est pas simplement la physiologie, hein, c'est aussi vraiment nos capacités de réflexion et d'adaptation qui sont affectées. Magnifique. On va compléter ce premier tour avec vous, William. Vous bridez pas. Ça aide à soigner la solastalgie. William, justement, sur ce que vous venez d'entendre, sur la hausse des températures comme facteur de violence, vous,
le biais par lequel vous le prenez, vous qui êtes un homme de loi, c'est qu'on va faire face à beaucoup plus d'incivilité, beaucoup plus de violence, pas directement avec des conflits extérieurs, mais aussi des conflits intimes. Enfin, indirectement, le réchauffement climatique va encore rajouter les violences, enfin, en rajouter sur les violences faites aux femmes, par exemple. Oui, Dominique évoquait le fait que la chaleur activait l'agressivité. Il y a évidemment les liens à la fois sur le champ collectif et sur le champ intime entre l'augmentation de la chaleur, la violence, la conflictualité. Parce que le lien, il est évidemment fondé sur le fait que c'est une aggravation du sentiment d'insécurité et sur l'aggravation d'un sentiment d'intranquillité. Il y a un homme qui, il y a plus de 3 siècles, a dit l'augmentation de la chaleur, ça rend les hommes hébétés et paresseux. Cet homme, on le loue tous, on nous l'a enseigné. Il a eu des pensées par ailleurs très progressistes, donc on va oublier l'aphorisme que je viens de citer, c'est Montesquieu. Alors évidemment, aujourd'hui, il pourrait être poursuivi pour incitation à la haine raciale, mais on lui pardonnera, tellement il a eu des fulgurances éternelles. Il est bordelais en plus, donc il faut... Il est bordelais aussi, voilà. C'est mon inconscient qui sans doute est à l'origine de cette citation. Non, dans les effets du réchauffement climatique, il y a une catégorie de la population à l'échelon mondial qui trinque le plus, ce sont les femmes. Et ce sont les femmes avec triple peine, quadruple peine. Alors, ce sont les femmes d'abord dans le champ intime, puisque c'est banal, mais c'est important de le psalmodier, de le répéter. L'augmentation de la chaleur, quelles que soient les causes de l'augmentation de la chaleur chez un homme, potentialise des passages à l'acte et la violence parfois la plus infâme et la plus cruelle. Donc ça se joue aussi dans le champ intime. Mais le réchauffement climatique, il y a une étude d'une organisation de médecins psychiatres indiens qui s'appelle JAMA et qui sur plusieurs années a pu établir, avec évidemment les limites méthodologiques de ce genre d'études, mais a pu établir qu'une augmentation de 1% de la température augmentait entre 6 et 7% le taux de violence interconjugale et évidemment essentiellement 90% les hommes contre les femmes. Et donc je disais que les femmes trinquent plus que les hommes. Évidemment que les hommes trinquent, mais dans le réchauffement climatique, il y a des effets systémiques, holistiques, horizontaux, absolument catastrophiques. On n'en est qu'aujourd'hui qu'au prologue et au prélude. Mais si on a en tête le fait qu'il y a environ 35-40 millions de personnes aujourd'hui qui sont déplacées pour des raisons tenant à l'atteinte à l'environnement. 3 fois plus que les personnes déplacées liées aux violences et à la guerre. Il faut se souvenir de ça. Donc essentiellement liées aux atteintes à l'environnement. Et dans ce pourcentage-là, 35 à 40 millions de personnes, c'est une étude de 2020, donc ça a dû augmenter évidemment et pas diminuer, essentiellement, 70%, il y a des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les grandes catastrophes, inondations, incendies, sécheresses, détruisent 80% des surfaces agricoles. Qui travaille essentiellement sur les surfaces agricoles? Ce sont les femmes. Donc on peut dire qu'à la malédiction, d'une certaine façon, des ressources naturelles, fait écho à la malédiction du réchauffement climatique. Et les femmes, ils sont plus nombreuses parce que 70% de la population mondiale qui est la plus pauvre, ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui travaillent le plus la terre, qui sont plus dédiées et vouées à aller chercher de l'eau, parfois au sacrifice de leur formation, de leur éducation ou de l'éducation de leurs enfants. Donc ce sont elles qui trinquent le plus. Mais c'est pas tout. Une femme sur 2 déplacée pour des raisons environnementales est violée dans les camps de réfugiés. Et les femmes qui ne sont pas déplacées, mais qui se trouvent dans des territoires affectés par de graves catastrophes naturelles, inondations, incendies ou autres, ou dans des zones de conflit liées au réchauffement climatique,
les conséquences traumatiques sur le champ intime et individuel potentialisent plus de passages à l'acte chez les hommes que chez les femmes. Donc les hommes deviennent plus violents avec leurs compagnes parce qu'ils sont dans des situations de plus en plus précarisées, alors que cette situation de précarisation, elle est liée à un certain nombre d'effets péjoratifs et d'effets négatifs du réchauffement climatique. Alors il y a évidemment des mouvements qui se sont saisis de cette question. Le constat que je viens de partager avec vous inspire évidemment le mouvement désigné qui s'est autoproclamé l'écoféminisme, à juste titre. Ça inspire aussi toutes les études autour de l'intersectionnalité. Donc on voit bien que le réchauffement climatique est une question qui n'est pas simplement éternelle et universelle, mais elle est totalement transversale. Et elle est, malheureusement, elle va être de plus en plus un moyen d'étalonner et d'expliquer, même si c'est multifactoriel, même s'il ne faut pas non plus insulter la complexité des situations, elle va étalonner la montée des violences contre les femmes à travers le monde. Alors, c'est pas très simple. Je voudrais parler d'une autre forme de violence particulière et paroxystique sur laquelle vous revenez dans votre livre Dévastation, à savoir le terrorisme. Alors, vous citez les chiffres du nombre d'attentats qu'il y a eu depuis 2001 et c'est assez vertigineux. Là, pour le coup, dans le débat mainstream, le lien entre le terrorisme et le dérèglement climatique n'est jamais fait. Mais vous, en tant qu'avocat, vous aidez des jeunes en situation de perdition qui peuvent être tentés par la solution terroriste. Comment est-ce que vous arrivez à relier les deux sujets et pourquoi est-ce qu'effectivement, la résurgence d'attentats qu'on a en ce moment peut aussi être connectée au dérèglement? Alors, vous évoquiez tout à l'heure cette invention totalement irresponsable de Darmanin qui a traité les militants écologiques qui luttent contre le réchauffement climatique d'écoterrorisme. Pourquoi il y a un lien? Où est le lien? J'ai jamais eu de client en face de moi qui m'a dit je suis revenu de Syrie, je suis parti en Syrie pour échapper au réchauffement climatique. Par contre, le réchauffement climatique, parce que ça crée des situations de paupérisation, de précarisation très fortes, très violentes, très brutales. Vous évoquez évidemment la sécheresse au Darfour, la sécheresse en Syrie. La Syrie était affectée par une sécheresse à compter des années 2010, dont beaucoup considèrent qu'elle a été un des facteurs. Évidemment, il y a eu le printemps arabe, mais elle a été un des facteurs de la guerre civile terrible qui a mis ce pays à genoux avec les centaines de milliers de morts et de déplacés qu'on connaît. Or, dans les situations où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus de futur, où on perd tout, où les familles sont ravagées, où les pères et les mères sont tués, où partent, et des jeunes sont laissés à l'abandon, qui a ramassé la mise, parfois, dans certaines portions du territoire syrien? Les djihadistes. Alors, il ne faut pas dire que le réchauffement climatique est la cause du terrorisme, c'est absurde. Mais le réchauffement climatique, parce qu'il fabrique plus de paupérisation, potentialise des situations d'extrême vulnérabilisation, de perte identitaire, de perte de repères, qui font que ces mouvements qui sont malins, qui sont malicieux, qui sont pervers, savent instrumentaliser ces situations de fragilité pour recruter des apprentis terroristes qui peuvent être demain des boules de feu dans le monde entier. Donc, il faut cette remarque, elle doit être faite en lien avec l'idée que ce que je dis est altruisme, mais plus on perd tout, plus on a le sentiment d'être piétiné, plus on manque de tout, et plus on est désinhibé de basculer dans une activité illicite ou criminelle. Donc le réchauffement climatique, parce qu'il précarise, parce qu'il met des gens à genoux, qu'il leur fait perdre toute dignité et tout revenu, potentialise des passages à l'acte, pas simplement dans le champ intime, mais potentialise des nouvelles formes de criminalité, et parmi elles, potentialise le recrutement d'apprentis terroristes en Syrie ou ailleurs. Allez-y, Dominique, ouais. Vous voulez dire un mot là-dessus? Allez-y. Deux choses très rapidement. L'une, c'est, je ne dois pas être le seul à l'avoir vu dans cette salle, un film que j'ai vu cet été
où on voit un jeune Syrien qui, dans son pays, avant donc 2011-2012, était prof de littérature, qui est évidemment torturé dans les geôles d'Assad, qui est réfugié, qui est en Allemagne et en France, et en fait il va devoir surmonter justement son désir de vengeance, et avec une association qui justement essaie de les aider à ne pas se venger, mais à faire appel aux autorités judiciaires. Et le film, il montre le dossier qui va permettre l'inculpation de son tortionnaire. C'est un très beau film. Autre chose, on peut être dans ces circonstances, effectivement, craquer, être complètement désinhibé, mais vous avez des gens qui se désinhibent tout seuls. On en connaît un, il s'appelle Poutine. Et j'interprète la guerre en Ukraine comme une anticipation du désordre climatique. Et pour moi, c'est déjà une guerre du climat. C'est-à-dire, en plus, c'est un des territoires où il a de la réserve. Il va gagner des terres vers le nord. Alors franchement, là, le système d'information en Russie, il suffit que vous regardiez les chaînes, c'est hallucinant. Hein. Tous les jours, ils ont envie de nous envoyer une bombe nucléaire sur la gueule. Donc, pour vous dire le degré d'humanisme dans les médias russes. Et donc là, il y a tout un contexte qui fait qu'effectivement, vous avez une population qui est OK, les autres sont déjà partis. On s'emmerde, on est pauvre, et donc effectivement, on a pas mal d'armes, on a 6000 ogives. Donc l'occupation la plus sympa, c'est d'aller casser la gueule aux Ukrainiens et ensuite aux autres. Et pour moi, c'est vraiment lié à une anticipation du dérèglement climatique. Juste, alors, petite parenthèse. François, vous qui connaissez bien la Russie, le récit de Poutine, l'excuse officielle, c'est que l'Ukraine se serait renazifiée. Vous revenez longuement là-dessus, évidemment, puisque du coup, il leur envoie la milice Wagner où les types ont des tatouages néo-nazis. Bon, mais il n'est pas à une inversion près. Bon, je ne vais pas parler d'Ukraine maintenant, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un long sujet. Mais je voudrais arriver sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde les grandes guerres importantes des 30, 40 dernières années, ce n'est pas tant des guerres du changement climatique, mais c'est des guerres des causes du changement climatique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est des guerres du pétrole, c'est des guerres du gaz. Or, on sait que ce changement climatique est né beaucoup à la surconsommation de ces énergies fossiles. Or, si on regarde depuis Suez jusqu'à la guerre actuellement en Ukraine avec l'histoire du pétrole, etc., les grandes guerres, les grands conflits sont liés au pétrole et au gaz. Donc, beaucoup aux causes du changement climatique. Depuis 2 siècles déjà. Depuis 2 siècles. Donc en fait, on s'aperçoit que les grandes guerres des dernières décennies, entre guillemets, et décennies avec plusieurs digits, comme on dit derrière c'est des guerres du pétrole et du gaz. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des changements de nos modes de consommation pour pouvoir se battre contre le changement climatique seront nécessairement des facteurs de réduction de ces crises, de ces causes de la guerre du pétrole et de la guerre du gaz, et que ça, c'est un levier qu'on oublie souvent. Alors, sur le même sujet, il va falloir qu'on consomme moins de pétrole, mais il va aussi falloir qu'on consomme moins de smartphones, puisque l'accaparement des terres rares fait qu'il va y avoir plus de tensions. On sait évidemment que c'est une des raisons pour lesquelles la Chine veut envahir Taïwan. C'est pas seulement par volonté de vengeance, c'est que c'est les sous-sols les plus précieux en la matière. On sait que notre attitude vis-à-vis de la Kanaki est aussi marquée par la question des sous-sols. Ça, c'est les prochaines guerres qui nous attendent. C'est la guerre du lithium, c'est la guerre du coltan dans les Grands Lacs. Hein. J'étais encore en RDC il n'y a pas très longtemps pour évaluer la réponse sur Ebola. Et en fait, une grande partie des zones de conflit, c'était les zones où il y a des mines de coltan, animées hélas par le Rwanda, pour pouvoir se positionner sur les marchés internationaux. Donc, beaucoup des guerres que l'on a ne sont pas tant des guerres du changement climatique que des guerres sur des facteurs qui affectent le changement climatique et qui font que si on arrive à influer ces dynamiques de nos consommations en terres rares, en pétrole, en énergie fossile, etc., on jouera sur les facteurs de conflictualité. Et c'est pour ça que Poutine essaye de faire des alliances avec les Chinois, les Kazakhs, etc., pour pouvoir vendre très vite son pétrole, parce qu'il sait que bientôt,
le pétrole et le gaz vont être des ressources qui vont se dévaloriser parce que les changements de consommation, les changements d'organisation, etc., font qu'on en aura de moins en moins besoin. Et j'ai envie de dire, quand on regarde ce qui se passe dans les pays du Golfe, qui sont en train de se rendre compte que ils sont assis sur des lingots d'or, mais que la quantité de lingots est en train de diminuer, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font de l'accaparement de terres agricoles en Éthiopie, au Congo. Alors, je ne parle pas des vignobles chez nous, parce que c'est un autre truc, mais il y a ça aussi. Mais voilà, et qu'on s'aperçoit que face à l'impact prévu de la diminution des consommations de pétrole et de gaz qui vont avec notre lutte très valable et très importante contre nos consommations de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique, d'un seul coup, ça déclenche d'autres dynamiques d'accaparation foncière, etc., sur lesquelles il faut vraiment se mobiliser. Parce que les guerres actuellement, la bataille en Éthiopie, en Érythrée, etc., c'est entre autres lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de compétition foncière, etc., et notamment parce que toute une partie du sud fertile de l'Éthiopie a été en partie achetée par des États du Golfe. Et donc voilà, donc on se trouve avec des dynamiques complexes qui font le lien d'ailleurs avec la discussion d'hier sur la faim. Et donc on s'aperçoit que toutes ces choses-là sont très très interconnectées. Une dernière question pour Dominique et une pour William, et je respecterai ma parole de vous la donner justement. Dominique, maintenant qu'on a bien posé le constat, il y a quand même un hiatus, une dichotomie très forte entre l'hyper grande précision chiffrée qu'on a de tous les phénomènes. À l'heure actuelle, on parle de quantophrénie, c'est-à-dire la manie d'absolument tout quantifier, et en même temps, quand on regarde dans le futur sur ce que pourrait faire advenir le dérèglement, c'est le grand flou. On parle parfois de 100 millions de déplacés, il y a d'autres études qui disent 600 millions, parce qu'en fait, à quelques centimètres du niveau d'élévation de la mer, les conséquences sont gigantesques. Ça veut dire qu'en fait, en 2019, vous aviez pris une liste aux européennes qui s'appelait Urgence démocratique, urgence écologique évidemment, mais depuis elle est aussi devenue démocratique. C'est une manière d'assurer mes propres bourdes. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas compter sur une élévation... on ne peut pas se dire, là, on a encore un petit peu de temps. Ça peut basculer très vite à cause d'un phénomène très bien connu de tous les écolos, qui est les boucles de rétroaction. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour composer dans l'inconnu, alors que tout le monde a tellement envie d'avoir un petit peu de stabilité et un peu de planification? Il faut déjà bien comprendre que c'est de l'inconnu. On va être confronté à quelque chose d'une ampleur et d'une rapidité auquel nous n'avons jamais été fréquentés. Alors, première remarque, c'est déjà la manière dont fonctionne l'esprit humain. C'est la première donne dans cette affaire. J'aime bien donner cet exemple, c'est un ami climatologue, maintenant il est en retraite, c'était Hervé Le Treut, qui, je ne sais pas si vous en souvenez, mais 2018, c'était la première année où le dérèglement climatique a été très sensible. Et il m'a dit, pour moi, il avait passé sa vie à faire des modèles, hein. C'est cette année-là que j'ai compris, qu'il est climatologue. C'est-à-dire qu'avant, ce que je faisais, c'était abstrait. J'allais à mes modèles comme un boulanger va faire ses petits pains le matin, c'était la routine, machin. Ça n'avait aucun lien avec mon existence. Là, les modèles sont rentrés dans mon bureau, dans ma maison, dans mon corps. Et ça a été un changement total. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on connaît cette histoire. Si vous voulez, les premiers modèles climatiques, les deux physiciens, un japonais et un allemand, Malabe et Hasselmann, j'espère ne pas faire d'erreur, ont eu le prix Nobel en octobre 2021 pour avoir construit et rendu public le premier modèle climatique. À l'époque, c'était que l'atmosphère, en 62. En 62. Donc en fait, en gros, ce qui va nous arriver dans les grands ordres de grandeur, on le connaît depuis longtemps et on n'en avait rien à cirer. Alors vous allez me dire, ça y est, maintenant, on s'en préoccupe. Non mais vous rigolez. Vous avez un sondage, c'est celui avec, ils sont deux là, Daniel Bois et Witkowski, je ne sais plus, qui est fait régulièrement maintenant sur 30 pays. En gros, la population se répartit en 3 tiers. Vous avez un tiers qui dit
Il y a effectivement un changement climatique, mais les êtres humains n'y sont pour rien. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, ces gens. Il y a un deuxième tiers qui vous dit OK, il y a bien un changement climatique, les hommes ils sont bien pour quelque chose, mais nos technologies vont tout résoudre. Là aussi, on se demande où ils vont chercher ça, parce que ça fait 80 ans qu'on dit ça. Et vous avez vu l'état de la planète. Et puis il y a un tiers qui dit OK, il y a bien un changement climatique, c'est bien les êtres humains, mais il faudrait peut-être songer à changer quelque chose. Donc, il y a un tiers de raisonnable. Et dans ce tiers-là, à peu de choses près, vous n'avez aucune personnalité politique. En fait, politiquement, le mantra intéressant aujourd'hui, c'est de dire aux gens, il n'y a pas de problème de climat. Il n'y a pas de problème écologique. Ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Ça a vraiment changé. La partition droite-gauche, elle se fait là-dessus désormais. Et encore, la gauche dit qu'elle va faire quelque chose. Moi, j'ai parfois des doutes. Mais bon, donc c'est ça qui est gênant. Et ce qui se passe par exemple aux États-Unis, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que moi, je suis tous les matins, quand j'écoute les infos, je suis par terre. Je n'arrive plus à me lever, juste une minute. Non, je disais, il y a eu 1 minute sur le débat entre Trump et Kamala Harris, il y a eu 1 minute sur le dérèglement climatique. Oui, voilà. Il y en a une qui a dit, je crois que c'est vrai, et l'autre a dit, bon, connerie. Et là, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a raconté donc, sur les émigrés mangeurs de chiens et de chats. Enfin, et vous avez une partie de la population américaine qui prend ça au pied de la lettre. Ils sont obligés de fermer des écoles à Springfield, etc. Et là, j'ai lu une étude très fine qui a bien écouté tous les discours de Trump. Comme manifestement, il perd ses capacités mentales. Alors, comme elles n'étaient pas très élevées, ça ne se voit pas trop, mais enfin quand même, ça se voit un peu. Et là, il ressort les fantasmes de l'enfance. Sa grande crainte, c'est d'avoir à choisir entre le fait d'être tué par un requin, j'en ai pas vu un Mar-à-Lago, ou alors par une batterie, c'est-à-dire en fait une gégène. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est très intéressant d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc en fait, on a des tarés au pouvoir. On va être encore plus con parce qu'il fait plus chaud. Et les problèmes arrivent. Bonne fin de journée, messieurs, dames. Merci Dominique. Okay. Voilà. Tu voulais dire un mot là-dessus? Après une question à prendre, je voudrais vraiment qu'on ouvre le... Je voulais ramener à des choses un petit peu plus pragmatiques. Comme disait le sage, l'avenir, le futur a un grand avenir et il est incertain. Donc, moi, je vois, donc, comme agronome, quand j'ai fait mes études, j'avais René Dumont comme prof à l'époque, prof honoraire. On faisait des études climatiques. Donc, on prenait par exemple une petite région de France ou d'Afrique, et on essayait d'avoir le maximum de données climatiques, et on était très content quand on avait 50, 60 années de données climatiques, et on faisait nos courbes fréquentielles, et on disait, voilà, ça c'est la bonne période pour les semis parce qu'il va pleuvoir, ça c'est la bonne période pour les récoltes parce qu'il ne va pas pleuvoir, et on avait 50, 60 années de données, ce qui nous permettait de cadrer relativement bien, et avec une certaine précision, finalement, c'était quoi les bonnes périodes de semis ou de récolte. Dans les 15 dernières années, tout ça, ça a été foutu par terre. Impossible de prédire. Aucune des années climatiques en France ou au Sahel n'a correspondu au modèle qu'on avait créé sur 60-80 années de données climatiques qu'on avait. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans des périodes de grande incertitude, avec des choses qu'on ne connaissait pas. Moi, dans ma petite zone de Provence, où j'habite en Drôme provençale, il y a 5 ans, on a vu un phénomène que de mémoire de vieux paysans, on n'avait jamais vu, la lavande gelée en avril. On passait dans les champs, clouc, 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 tout se cassait. Les brins de lavande, pleines d'eau, avaient gelé et ça se cassait comme du verre. Et les paysans disaient, mais on n'a jamais entendu parler de ça de nos grands-pères et des grands-pères de nos grands-pères. C'est la première fois que ça arrive. Donc, l'incertitude, des phénomènes nouveaux, ça va faire partie de notre vie. Les assurances sont évidemment complètement paniquées parce que les niveaux de coûts que ça amène pour eux sont infernales. Et évidemment, ça va se transférer sur les populations.
Évidemment, dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'assurance. Et qu'est-ce qu'on voit? La seule chose qu'on peut faire, qu'on peut avoir comme outil, c'est de la réflexion multiscénario. Donc nous, on fait ça au quotidien, on en a produit. Alors, l'avantage quand on fait de la production, du travail sur multiscénario, c'est que toujours, la réalité ressemble à un des scénarios qu'on a prévus. Donc on a 50 scénarios, il y en a un qui est celui qui se passe. On ne fait pas de la prévision, on fait de la scénarisation, et finalement, il y en a toujours un qui se rapproche de ce qui s'est passé. Mais le gros enjeu, c'est d'être suffisamment large dans notre réflexion pour pouvoir baliser les possibles, les champs des possibles, et ces champs sont assez immenses, et arriver éventuellement à réfléchir sur une quinzaine ou une vingtaine de scénarios possibles. Ça sera quoi la marche à suivre? Parce que finalement, maintenant, c'est très difficile de prévenir, ça devient très difficile d'anticiper, et donc une des rares solutions qui nous reste, c'est de se préparer à mieux fonctionner dans le cas des situations de catastrophes qui nous arrivent. Et ça, c'est un enjeu qui est compliqué parce que travailler sur la scénarisation ou travailler sur la préparation d'un scénario qui peut-être n'arrivera pas, ça demande des coûts, et aucun politique sur le temps de son mandat politique et électoral, etc., n'est prêt à réellement mettre de l'argent là-dessus. Donc c'est des dynamiques un peu nouvelles qui émergent, il y a des gros mouvements de société civile avec les Croix-Rouges, avec toute une série d'acteurs pour essayer de dire comment est-ce qu'on peut organiser, y compris en dehors de l'État ou à côté de l'État, des capacités de réaction citoyenne, d'organisation pour faire face à ce futur qui a un grand avenir et qui est complètement incertain. Un dernier mot avec vous, William, avant d'ouvrir la parole à la salle. Vous pouvez lever la main, on vous apportera un micro. Souvent, on a l'impression que le dernier espoir des écologistes, à côté du politique, c'est le droit, et vous êtes un homme de droit. On voit que les actions contre les multinationales, contre les bombes climatiques se multiplient. On voit que la pression avance pour protéger les lanceurs d'alerte, hein, ceux qui mettent leur vie en péril pour nous alerter sur le dérèglement climatique. Qu'est-ce que le droit pourrait faire de plus pour nous prémunir des catastrophes à venir, William ? Alors, moi, ça fait 45 ans qu'avec d'autres, j'essaie de faire du droit un instrument de changement du monde. Je me demande parfois si ça ne s'est pas réduit à un instrument pour ralentir la course qui fait que le monde se défait de plus en plus, pour faire écho au discours de Stockholm de Camus. Le droit, c'est pour rendre responsable. Et donc, notre première tâche collective, c'est de faire en sorte que ceux qui sont les plus responsables cessent d'être dans le déni de responsabilité. Déjà, et d'une, parce que les climato-sceptiques, les court-termistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient industriels, sont tous, globalement, dans une forme de déni de responsabilité et donc de culpabilité. Et chaque fois qu'ils sont pris par la patrouille, ils mobilisent des moyens considérables pour essayer de retarder, suffoquer les procédures menées courageusement par un certain nombre d'ONG, de collectifs citoyens. Ils crient à la victimisation, ils crachent sur les juges, ils crachent sur les ONG. C'est ça la réalité aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que c'est au moment où on devrait attendre des acteurs les plus puissants de la planète, que ce soit les multinationales ou les politiques, qu'ils soient le plus rivés sur le long terme, parce que le long terme, c'est l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est évidemment l'exigence de lutter contre le réchauffement climatique. C'est le moment où on a le sentiment qu'ils sont le plus tyrannisés par la logique du retour sur le profit, du court-termisme, et donc du mépris et du crachat sur la lutte contre le réchauffement climatique. Quand Pouyanné, le patron de Total, grâce à ses déontologues, essaye de ruisseler sur nous de messages en disant « je suis tombé follement amoureux du développement durable », etc. Il multiplie par 1 ou par 2 les projets fossiles en Afrique. Donc c'est juste une gigantesque arnaque. Ça veut dire que le droit est assez pauvre pour lutter contre cette espèce d'abus de confiance planétaire que font les grandes multinationales quand elles disent qu'elles vont nous sauver, qu'elles vont sauver les nouvelles générations, alors qu'elles continuent à nous empoisonner et à nous enfumer. Le mot est mal choisi. Donc, le droit,
Le droit, c'est... Et donc, moi, je comprends, je suis un apôtre de la non-violence, mais moi, je comprends aujourd'hui une forme de radicalité. Et j'assume, en tant qu'avocat, une certaine brutalité. Et je parle avec des amis, des générations qui me prennent pas pour un oracle parce que j'ai les cheveux blancs, mais qui m'écoutent peut-être un peu plus. Et je leur dis attention, le soft law, le devoir de vigilance, tout ce discours des entreprises, allez, on va faire du dialogue, human rights, business. Attention, c'est une forme de manipulation, c'est pour vous désarmer. Et c'est pour essayer de vous complexer ou de rendre plus difficile le fait d'aller à l'assaut, c'est-à-dire de mener des procédures lourdes, où il y ait véritablement un risque réputationnel sur cette grande voyoucratie mondiale. Parce que c'est là-dessus qu'il faut taper. Il faut taper aussi sur le risque qu'il soit un jour en garde à vue, incarcéré, si c'est pour payer quelques milliers d'amendes et avoir quelques articles désagréables dans la presse écologique. Mais je ne peux pas vous dire à quel point les grands dirigeants juridiques des grands groupes mondiaux s'en foutent absolument complètement. Alors, je veux pas être trop... Je reste un pessimiste actif. Donc il faut faire preuve, il faut que les juristes fassent preuve d'imagination. Là, on a déposé au cabinet une plainte pour greenwashing contre Total. On espère avoir le premier grand procès pour greenwashing l'année prochaine à Nanterre. J'ai déposé une plainte aussi avec les équipes du cabinet pour climaticide, pour les projets fossiles en Afrique. Il y a le parquet de Nanterre qui se tortille, parce qu'il n'y a pas de délit de climaticide, donc il faut trouver d'autres incriminations. Bon, bref, il se tortille, est-ce que la qualification, ça marche, etc. Bon, bref, on poursuit un dialogue, je ne vais pas vous embêter avec des arguties juridiques. Et puis, évidemment, il y a la professionnalisation des ONG, qui est quand même absolument clé pour se battre contre le réchauffement climatique et démasquer les discours et les duplicités. Il y a les lanceurs d'alerte, je termine là-dessus. Je suis un des avocats de Paul Watson, je l'avais accompagné déjà depuis des années. Paul est actuellement en prison au Groenland. Il est accusé d'avoir fait frotter son bateau sur une baleinière, parce qu'il y a une trace de peinture, du liquide lancé. Enfin, à la limite, on s'en fout. Il le conteste, il semble que ça soit très contestable. Enfin, même à supposer que ça soit vrai. Il y aura demain des grands lanceurs d'alerte climatiques. Si le Groenland, si le Danemark accepte d'extrader Paul pour un délit aussi mineur, il va accepter d'extrader un grand lanceur d'alerte qui, grâce à son courage et à ses risques et périls, fait tout depuis 30 ans pour ouvrir les yeux sur l'impunité avec laquelle l'industrie baleinière massacre les baleines et donc meurtrit notre avenir et les prochaines générations. Et donc on est dans un truc totalement à l'envers. Si le Danemark autorise et donne le feu vert à cette extradition, plus aucun grand lanceur d'alerte mondial ne sera à l'abri en France, en Europe. Et donc, il faut penser demain, il y aura peut-être un grand lanceur d'alerte climatique, ici, un jeune gars venu de nulle part, qui sabotera une installation pétrolière, là, en Gironde, qui provoquera des dégâts énormes et qui, tout d'un coup, dessillera les yeux de tout le territoire et de la France sur les risques environnementaux ou les mensonges de l'entreprise dont il aura abîmé les installations. La France sera requise de l'extrader, parce qu'il viendra de je ne sais où. Là, il y aura une bataille citoyenne, et peut-être une des premières batailles citoyennes, pour celui qui, demain, ouvrira la cérémonie des grands lanceurs d'alerte climatique. Merci beaucoup. Espérons qu'il n'y aura rien de pourri au Royaume du Danemark en justice. Madame, vous avez une question? Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui, franchement, j'ai des palpitations, mais dans le bon sens, là. Vous me faites beaucoup de bien. Merci aussi pour le festival, il est fabuleux. En vous écoutant, j'ai simplement envie d'évoquer 3 choses qui me tiennent vraiment à cœur. Une que je ne comprends pas du tout et qui m'effondre, parce qu'en matière de climat et de paix, quand on sait qu'un peuple en Namibie, ou dans une région en particulier de la Namibie, parce que l'eau est devenue rare, on n'a pas hésité à massacrer 87 animaux sauvages pour que les populations puissent boire. Là, c'est quelque chose, je me dis, mais c'est pas possible qu'on en vienne là. Pour moi, c'est vraiment,
On va sacrifier la biodiversité, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, pour que les humains survivent. Là, je ne me sens pas du tout en paix avec les humains, je vous le dis tout de suite. Pour moi, ça me paraît dramatique. L'autre chose, et donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, l'autre chose, ça concerne, mais Dieu merci, vous venez d'en parler, Paul Watson, qui prône la non-violence agressive. Alors c'est vrai qu'on voudrait la paix, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que lorsqu'il y a un moratoire international qui est signé, que les pays se mobilisent derrière Paul, avec Paul, pour faire respecter ce moratoire. Sans baleine, nous allons tous mourir. L'autre chose, et j'en terminerai là, Nathalie, excusez-moi, je monopolise le micro. Lorsque je sais qu'en France, il y a aussi des activistes, des lanceurs d'alerte qui disent « arrêtons les constructions d'autoroutes », arrêtons la construction de l'A69 qui est un non-sens. Des gens vivent à cet endroit-là, on les vire de chez eux, on enlève des terres agricoles. Pourquoi? Pour qu'une entreprise puisse économiser 20 minutes de trajet à ses commerciaux qui iront de l'aéroport au laboratoire. C'est pas admissible, ce n'est pas admissible. Donc comment pouvons-nous faire, nous, qui prônons une paix avec le vivant, parce que c'est ça, on prône la paix avec le vivant. Moi, je suis une activiste multi-association. Tout ce qui vit sur Terre, j'ai envie de le protéger. Mais je suis en guerre contre l'être humain parce que je ne le comprends plus et j'ai besoin de gens comme vous. Merci de m'avoir écouté. Dominique, peut-être la première question dans Dévastation, vous y venez. C'est-à-dire que la principale guerre qu'il y a, c'est celle de l'homme contre le reste du vivant, en fait. Contre le reste du vivant, mais en fait, entre la première remarque sur la Namibie et puis la 69, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. En fait, on s'est mis en tête, alors pour l'Occident, c'est, disons, entre la deuxième moitié du XVIe et le début du XVIIe, on s'est mis en tête que nous étions des êtres d'exception, qu'on n'avait rien à voir avec le reste du vivant. Et en fait, ça, c'est le résultat croisé et de l'avènement de la science moderne et de la manière dont on avait fini par interpréter le livre de la Genèse. La généalogie scientifique est très simple et en fait, tout ce qui existe sur Terre n'est qu'un résultat d'agrégats produits par des chocs entre des particules inertes qui n'ont aucune intelligence, aucune intériorité, aucune sensibilité. Si tel est ainsi, c'est parce que nous ressemblons à Dieu. Et là, je vous renvoie à Genèse 1, 26, 28. Vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de votre Créateur. Et c'est pourquoi vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Il y a d'autres passages dans la Genèse qui disent tout autre chose. Et donc, quand on regarde les limites planétaires, on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de réduire le carbone. Il s'agit de reprendre en considération le fait que nous sommes une espèce vivante parmi d'autres et que parfois des simples petits... En fait, on a découvert par exemple que si vous voulez qu'un écosystème, c'est aussi un réglage sonore et c'est aussi un réglage olfactif. Et on a découvert ça avec les fameux néonicotinoïdes. Alors vous savez que les industriels, eux, ils avaient un protocole. Bon, je te fous une abeille, je lui mets dans le groin, dans le pesticide, elle n'est pas morte, donc c'est bon, j'y vais. Non, le problème, c'est que ça perturbait la capacité de repérage des abeilles. Elles ne retrouvaient pas la ruche et elles crevaient. Mais ce que ça veut dire, au fond, c'est que nous autres humains, on est vraiment, alors je suis désolé, mais on est des bourrins. Alors c'est pas sympa pour les chevaux, hein. On est des gros cons. Bon, mais on est toujours piégé par les mots parce qu'il y a toujours une origine dans la métaphore. On est vraiment grossiers, des grossiers personnages, et on a voulu s'asseoir sur tout, y compris tout le vivant. Et ça va nous faire crever. Et donc c'est extrêmement important. Mais alors après, vous imaginez le chemin qu'il y a à faire. Il est gigantesque. Moi, je suis persuadé qu'on va le faire. Je ne suis pas très optimiste pour tout ce qui vient, mais je suis beaucoup plus optimiste pour ce qui pourrait venir après. Là, on va passer un moment très difficile. Mais l'enjeu, c'est ça. Et par exemple, si vous prenez l'IPBES, il a très bien caractérisé ça. C'est l'équivalent pour la biodiversité du GIEC, avec quatre petites particules. On vit de la nature, c'est-à-dire on en tire des ressources. On vit avec la nature, c'est-à-dire qu'on est sans cesse en présence d'autres espèces vivantes. On vit dans la nature, c'est-à-dire on est des contenus dans un contenant, des paysages, des écosystèmes, etc. Et on vit en tant que nature, as en anglais. Et là, c'est l'histoire des droits de la nature, c'est l'histoire de l'identification, c'est le fait qu'on appartient à un tout
et que nos règles et nos devoirs doivent être calés sur l'appartenance à ce tout, ce qu'on n'a absolument pas fait. Et en fait, nous autres modernes, on a voulu retenir qu'une chose, c'est que nous vivons de la nature, c'est nos ressources. Tout le reste, on l'a balayé. Il va falloir réapprendre à reconstruire tout ça. Et là, par exemple, je suis en train de travailler avec des infectiologues. Ben, si vous prenez Ebola, c'est précisément parce qu'il y a un certain nombre de règles auxquelles on a mis un terme au nom de la modernité. Et donc là, il y a une espèce de prise de conscience très générale, mais c'est un immense travail, c'est une immense tâche, et il va falloir qu'on s'y attelle le plus tôt possible. Un mot. Soyez avare de vos réponses, qu'on puisse faire circuler dans la salle. Très rapidement, nos amis colombiens hier nous ont rappelé que ce n'est pas les humains qui sont responsables de ça, c'est le système du capitalisme et de la reproduction élargie du capital. Et qu'il ne faut pas... Il y a partout, et notamment avec les peuples autochtones, mais pas que, il y a des humains qui se battent contre ça, mais leur problème, c'est le système capitaliste qui est en face de nous. Et c'est contre lui qu'il faut se battre, pas contre les hommes. Il est où le... Ouais, allez-y. On peut en grouper s'il y a de la curiosité dans la salle. Oui, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence où vous faites du lien entre les ressources, le climat, les conflits, la géopolitique. Ça, c'est vraiment super parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais il y a quelque chose que j'ai pas entendu, en tout cas clairement. C'est un frein qui me paraît extrêmement puissant, surtout dans nos sociétés occidentales, qui est cette volonté farouche du maintien de l'ordre social, qui touche énormément aussi nos milieux écolos. Et quand j'entends ordre social, c'est le maintien des privilèges et des dominations, qu'elles soient entre les humains, entre les hommes et les femmes, mais aussi sur le vivant. Voilà, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce point-là de façon très explicite. Merci beaucoup. Ouais. Je les groupe, elle est notée et je vous promets une réponse consignée. Tu pourras rajouter un trimestre pénibilité, Nathalie, hein, c'est pas du... Oui. Allez. Bonjour, déjà merci pour la conférence, c'était vraiment très intéressant. Je me permets de rebondir sur ce dont vous avez parlé au tout début de la conférence sur l'intersectionnalité. Parce que dans mon travail de recherche, j'ai eu à me renseigner sur la collapsologie et sur une notion qui s'appelle l'équivalence des catastrophes. L'idée selon laquelle s'il y a une catastrophe dans une sphère spécifique de la vie, donc que ce soit le politique, le social, etc., ça va se répercuter sur la totalité des sphères et ça va finir par un effondrement global. Et donc moi j'ai beaucoup eu à travailler sur cette idée d'effondrement. Et donc déjà, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était, qu'on pouvait endiguer ou non. Est-ce que cette équivalence des catastrophes peut être endiguée? Est-ce qu'on peut éviter l'effet domino total de s'il y a quelque chose qui s'effondre, tout s'effondrera? Et beaucoup plus récemment, je me suis renseignée sur des choses beaucoup plus optimistes, notamment le solarpunk et notamment l'architecture solarpunk. Et donc je me retrouve dans une position très délicate de à la fois la version très pessimiste de l'équivalence des catastrophes et la version très optimiste du solarpunk qui dit qu'on peut développer de façon pérenne et sereine des systèmes éco-responsables, de développement durable, etc. Et je m'interroge sur la viabilité de l'une ou de l'autre des versions. Est-ce que c'est encore aujourd'hui utopiste d'être optimiste ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore atteignable? Merci. On peut en prendre... Il y en a une là-bas. Ça rétablit la balance genrée en plus, donc c'est parfait. Bonjour, vous avez... Il marche, oui. Bonjour, vous avez vraiment pointé du doigt l'origine du problème, c'est notre système capitaliste, ça c'est évident. Mais alors que fait-on pour lutter contre ça? On a des avocats, bien sûr, pas monsieur, mais qui passent leur temps à trouver des stratagèmes pour faire de l'évasion fiscale. On a des paradis fiscaux, personne ne dit rien. On a des fonds de pension, c'est lamentable. Comment on peut agir par rapport à cela? Parce qu'on revient toujours, quelles que soient les discussions sur cette origine de notre problème majeur, mais so what? On fait quoi? On va commencer peut-être par celle... J'arrive vers vous, on va déjà prendre ces trois-là, mais je vous ai vu. William, on peut peut-être commencer par celle-là. Tu étais l'avocat de Transparency International. C'est vrai qu'on remarque le flot comme ça de fraude fiscale augmentée. Ça représente désormais 100 milliards par an.
c'est autant qui manque à nos hôpitaux, à nos écoles, mais aussi à notre adaptation au dérèglement climatique. Comment est-ce qu'on va chercher l'argent? D'abord, il faut saluer l'action des premiers relanceurs d'alerte à la fin des années 90, hein, parce que c'est pas par charité chrétienne ou par amour des citoyens ou par philanthropie que les États, tout d'un coup, ont eu les yeux dessillés sur l'intérêt qu'il y avait de lutter contre l'évasion fiscale. Ça n'en est pas venu comme ça. Quand Sarkozy dit dans son discours dans quelques années, il n'y aura plus de paradis fiscaux, il se fout de nous. Mais souvenez-vous des discours des politiques il y a quelques années qui, tout d'un coup, ont fait semblant de découvrir ce qui était un secret de polichinelle. C'est le fait qu'il y avait entre 80 et 100 milliards d'euros qui foutaient le camp de France. Et je ne parle même pas à l'échelon mondial, puisque c'est 24 000 milliards d'argent sale qui circulent chaque année. Donc on est dans des chiffres absolument stratosphériques qui ne veulent, pour nous, malheureusement, plus dire grand-chose, même s'ils ont un impact absolument massif. Il y a une prise de conscience des États européens de l'intérêt qu'ils avaient de lutter contre l'évasion fiscale, parce que ça a coïncidé avec la crise des finances publiques. Et donc, les conséquences de la crise économique de 2007-2008, des crises financières, ça a été de les obliger à tout faire pour aller chercher des ressources pour tenter de rétablir les finances publiques. Donc, la cohabitation de ce constat avec l'action des lanceurs d'alerte qui ont révélé l'ampleur de l'évasion fiscale. J'étais l'avocat d'Hervé Falciani, c'est HSBC, d'Antoine Deltour, qui est LuxLeaks, qu'on a fait acquitter par les juridictions luxembourgeoises. Ça a été cette prise de conscience. Et puis les ONG, il y a eu une nouvelle génération d'associations qu'il faut saluer, qui ont émergé à travers le monde et qui ont compris l'urgence qu'il y avait de lutter contre tous les effets toxiques de la financiarisation de l'économie mondiale, parce que la financiarisation de l'économie mondiale, c'est une aggravation de l'externalisation des ressources de chaque pays. C'est le court-termisme, et le court-termisme, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire déclaré de la lutte contre le réchauffement climatique. Merci. François, tu voulais prendre laquelle? Celle sur l'effondrement. L'effondrement? Vas-y. Oui, alors en 2019, avec mon petit institut, là, on avait organisé une conférence sur l'effondrement. C'était juste avant la Covid, donc on a pu après tester la réponse Covid et on a fait de grosses évaluations sur finalement c'était quoi la Covid en termes de dynamique d'effondrement. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, la gestion de ces risques d'effondrement avait été multiforme. Et donc je pense que ce qui est clairement, ce qui est apparu, c'est qu'on n'est pas sur du et ou, on est sur du et. Par exemple, ce qu'on a vu apparaître à ce moment-là, et on continue à travailler là-dessus, c'est qu'une des choses que personne ne prenait en compte, c'est la mobilisation citoyenne, c'est l'entraide, qui, face à des dynamiques de l'ordre du capitalisme ou à des dynamiques de l'ordre du technoscientisme, elles apportent des réponses sociétales, collectives, locales, qui permettent de faire face à ces trucs-là. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est par rapport, en effet, à ces risques possibles, prévisibles, en tout cas dans les scénarios possibles des effondrements, il faut se battre sur tous les fronts. Il y a peut-être des technologies qui peuvent être utiles. Il faut travailler sur tout ce qui est les systèmes de redondance et de travail en mode dégradé. Il faut trouver peut-être des approches un petit peu nouvelles. Hein. Je ne sais pas, il y a eu des travaux assez passionnants sur la production d'électricité pour faire fonctionner en longue durée les sous-marins d'observation des fosses dans l'océan. Et ils travaillent sur des systèmes avec les bactéries qui produisent de l'énergie sans que ça coûte rien. Voilà. Donc, il faut et de la science, et de la solidarité citoyenne, et de la mécanique de type lanceur d'alerte. Il faut du et. Et c'est seulement en construisant la boîte à outils la plus complète possible qu'on pourra et se battre contre le capitalisme, et se battre contre l'effondrement s'il arrive, et protéger les lanceurs d'alerte qui, eux, prennent toujours des risques pour nous. Merci beaucoup. Alors, Dominique, il y avait la deuxième partie de la question qui est vraiment une question de philosophe, c'est est-ce que c'est encore raisonnable d'être utopiste quand on est écolo? Je vais répondre un petit peu à l'ensemble, mais je vais commencer par les histoires de capitalisme. Évidemment, le capitalisme, c'est pas génial, les amis, mais je pense pas que c'est un effet. Et nos problèmes sont plus larges. Quand je vous parlais de réapprendre à vivre avec la nature, ça va largement au-delà, mais évidemment, ça en passe par ça. Juste petite parenthèse, dans une petite plaquette qu'on avait publiée au moment de la crise Covid, on était 7.
il y avait Pablo Servigne dedans, et on proposait un système de quotas. C'est-à-dire que si on veut lutter contre le capitalisme, il faut lutter contre le caractère ouvert du marché. Le fait que non seulement les capitaux s'accumulent, mais nos consommations peuvent indéfiniment. Et nous, on proposait que sur une carte bancaire, vous ayez 2 puces. Vous ayez une puce en termes d'unité de charge écologique, avec un quota annuel pour les biens courants, un quota sur la vie pour les achats. Et là, je peux vous assurer que ça enchante les capitalistes. Mais je vous dis ça tout en vous disant c'est plus large. Et pour revenir sur les questions d'effondrement, et là, c'est vraiment, je vous parle vraiment en tant que philosophe, méfiez-vous des théories. Par une multitude de points, on peut toujours faire passer plusieurs polynômes. Mais en matière de théorie, il faut faire ce que vous dites. C'est-à-dire, il faut associer. Si vous prenez au pied de la lettre la théorie des dominos, ça vous donne un peu ce que dit Yves Cochet. Ça, j'y crois absolument pas. Et que de toute façon, effectivement, on ne sentira que parce que, en dehors des grandes dynamiques qui nous amènent vers la ruine, il y a plein de micro-expériences très intéressantes partout, qui sont ce à partir de quoi on pourra reconstruire. Donc de toute façon, ça ne s'oppose pas. Toutes ces choses-là doivent absolument vivre ensemble. Et je terminerai en vous disant, mais on est déjà dans une dynamique de délitement. Moi, et là, je vais faire de la politique 30 secondes, mais ce qui s'est passé à la suite des législatives, il y avait un résultat, c'est-à-dire il y avait 2 tiers des gens qui ne voulaient pas de gouvernement du Rassemblement national. Il y avait un autre résultat, il y avait dans les 3 tiers, il y en avait un qui avait gagné à la surprise générale des élus et pas les 2 autres. Bon, vous avez vu le choix qui a été fait. Donc vous voyez bien que vous avez déjà un délitement. Ça, il y a 10 ans, ça ne passait pas. On s'est déshabitué à respecter un certain nombre d'institutions, etc. Il y a tout un tas de choses qui partent à volo. On est dans une dynamique de délitement. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura plus rien dans tous les supermarchés de la Terre. Et ça, je crois que c'est vraiment important de nuancer sur ces questions-là. Pour moi, la collapsologie m'intéresse vraiment au plus haut point, mais je ne prends pas certaines choses au pied de la lettre. Là, je crois qu'on fait des bêtises. Et juste sur la première question, qui était le frein, le maintien de l'ordre social, je rappelais hier ce chiffre ahurissant. Sur les 8000 fichiers S qu'on a en France, 2000 sont des militants écologistes, absolument pacifistes. Donc il y a quand même une volonté de criminaliser ceux qui... évidemment qu'il y a une volonté de criminaliser. Je veux dire, ça fait partie du délitement. C'est-à-dire que là, on criminalise les gens qui pointent l'impasse du système. Enfin, c'est gravissime. On ne peut pas aller plus loin. Et là, j'ai appris ce matin qu'en Angleterre, il y a des activistes, une activiste au moins, qui va faire de la prison ferme. Donc, si vous voulez, les cinglés qui ont certains leviers en main vont tout faire, quitte à détourner le droit, pour empêcher que nous autres citoyens, on bouge. Donc, en fait, ces gens-là ne défendent pas l'ordre. Ils défendent un désordre suicidaire. C'est nous les représentants de l'ordre. Faites comprendre ça à ce crétin de Darmanin. Vous vous rendez compte d'aller criminaliser, je veux dire, toutes les connaissances scientifiques vont dans le même sens. Et vous avez un Trump, vous avez un Darmanin, vous avez un Macron qui vous dit le contraire. Mais riez. Et riez avec perte et fracas. Merci. Je sais pas si ça marche. Okay. Censure. Ok, ouais, peut-être. Tout va bien. Je ne sais pas si j'ose poser ma question après cette Si, osez. En fait, j'ai une question peut-être très utopique. Vous avez parlé tout à l'heure d'empreinte carbone, il y a l'empreinte biodiversité, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que c'est complètement utopique ou idiot de penser à réfléchir à une empreinte pour la paix ? C'est-à-dire qu'on est, voilà, on n'est plus dans quelque chose de négatif, mais dans quelque chose de constructif et de positif, et qui serait un peu englobant de tous ces impacts qui se tissent et qui s'entrelacent. Merci. On peut en prendre une ou 2 autres, mais effectivement, sur la réflexion à un Pax au score, par exemple. Alors, oui, là. Allô ? Non, allez-y, oui, puis on en prendra une. Allez-y.
Et Nathalie, il y en a une là. Là, on m'entend, je m'entends pas moi. Oui, on vous entend. Ok. Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez Bertrand Russell, il a dit qu'on était face à une situation paradoxale parce que l'éducation était le principal obstacle à l'intelligence aujourd'hui. Et moi, ce que je vois, c'est en tant qu'activiste que la situation paradoxale qu'on vit aujourd'hui, c'est que les gouvernements sont le principal obstacle à la paix mondiale. Je n'aurais pas parlé du problème du climat seulement, sur les questions de biodiversité et bien d'autres, comme on l'a dit. En fait, les citoyens se battent largement contre le politique qui n'est pas informé, comme vous dites, ou qui est très bien informé, mais qui défend des intérêts qui sont ceux de personnes puissantes qui l'influencent. Donc voilà, moi je suis très inquiet de ça, parce que je vois qu'effectivement, on a donné énormément de pouvoir, on est dans des sociétés très disciplinées, avec une capacité de surveillance colossale, et une concentration du pouvoir, principalement dans l'État français, mais dans beaucoup de pays, comme on le voit. Et voilà, donc c'est vertigineux, toute l'énergie, tous les jeunes qui sont emprisonnés, mutilés, blessés, qui perdent du temps, comme le dit Greta Thunberg, à faire la grève contre le climat. Il ne faut pas oublier ça, qu'en fait, on est en train de se battre non seulement contre des lobbies très puissants, mais des gouvernements et des États qui les défendent. On fait tourner. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci pour tout ça. Mais c'est vrai que ça fait 40 ans que, voilà, moi j'étais en fac de sciences il y a 40 ans. Ça fait mal quand même de voir que ça évolue si mal, et même dans l'autre sens. Mais je viens de voir qu'il y a un livre qui est sorti, là, j'aimerais votre avis là-dessus. Pierre Charbonnier, philosophe aussi, donc c'est peut-être pour vous la question, qui s'appelle « Vers l'écologie de guerre ». Et il a l'air de dire que c'est moins ravageur que l'écologie de paix. Alors, j'ai vaguement compris ce qu'il voulait dire, mais j'aimerais bien votre avis si vous connaissez ce livre. Pierre Charbonnier, « Vers l'écologie de guerre ». Alors, moi j'ai lu Comment parler des livres qu'on n'a pas lus de Pierre Bayard, mais en l'occurrence j'ai lu Abondance et Liberté, le précédent de Charbonnier, qui était super, mais comme il fait pas maigre et qu'il fait 700 pages chaque fois que c'est sorti hier, je l'ai pas encore. Tu l'as lu? Ouais. Je vais le lire. Alors on l'a pas lu, on va être honnête, intellectuellement on va pas parler de livres qu'on n'a pas lus, mais ça a l'air fort. En tout cas le premier était très fort, donc c'est un auteur sérieux. Allez-y. Il y en avait une, non? Oui. Bonjour, j'aurais une question pour William Bourdon. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui voudraient aller dans le droit mais qui sont dégoûtées face à la réalité du droit? Ah bah, vas-y. Question dite les petits bateaux, quoi. Voilà, Mais oui, je peux vous opposer. Qu'est-ce qui est dégoûté par les juges aujourd'hui? Qui a envie de casser la gueule aux juges? Qui a mis les juges à terre et qui a remis la mafia au centre de l'État italien? C'est Berlusconi ou c'est pas Berlusconi? Qui reste quand même un quatrième pouvoir, avec évidemment des imperfections, avec des critiques à leur faire? Ce sont les juges. Qui a permis, depuis l'appel de Genève de Van Runebeck, qui était un juge très estimé, à une génération de juges, de commencer à égratigner ici l'impunité d'un certain nombre d'industriels et de dirigeants politiques, et qui va me permettre de plaider pour Transparency International contre Sarkozy et les autres dans l'affaire du financement libyen dans 3 mois? Ce sont les juges. Qui aujourd'hui a rendu un certain nombre de décisions contre l'avis du parquet pour faire avancer la lutte contre le blanchiment, pour condamner un certain nombre d'usines pour pollution, etc., y compris parfois contre les procureurs? Ce sont certains juges, pas tous, il manque des moyens, certains capitulent, certains sont résignés, rien n'est parfait. Mais il y a aujourd'hui une évidence, c'est que face à la montée des régimes populistes, semi-autoritaires, c'est-à-dire ceux qui incarnent le fait que le capitalisme s'accommode parfaitement de l'autoritarisme, que les régimes populistes sont ceux qui sont le plus dans le déni du réchauffement climatique, et que c'est cette alliance mortifère qui est en train de gagner du terrain dans le monde. Et qui a la capacité de résistance par rapport à cette espèce de contagion saumâtre? C'est évidemment vous, c'est les citoyens, pour se battre pour maintenir et consolider la démocratie qui aujourd'hui vacille dans bien des territoires, mais c'est aussi les juges qui, en dernière ligne, si l'extrême droite était arrivée au pouvoir, il y a 2 mois, 1 mois et demi, sa principale préoccupation, son obsession,
c'était de détruire le Conseil constitutionnel. Et c'était de mettre à bas les juges. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas sanctifier le droit, mais je pense que une des raisons d'espérer, comme le disait Aimé Césaire, et je pense à lui de temps en temps certains matins, quand je suis un peu découragé et fatigué, je pense à Aimé Césaire qui dit « Qu'est-ce qui donne de l'espoir? Ce sont les sans-espoir ». Eh bien, il y a une nouvelle génération d'avocats qui ont entendu ce message et qui vont continuer à se battre, parfois dans des conditions de grande précarité et de difficulté, pour remettre l'espoir au centre du débat public, même si Camus disait que l'espérance est le malheur des hommes. Mais je pense qu'il le disait de façon un peu ironique. Merci beaucoup. Ben voilà. Coche droit dans... Tu peux prendre Parcoursup. Tu voulais répondre? Tu voulais répondre au Pax au score? La question de la paix. Oui, l'empreinte pour l'appel, le Pax au score. Vas-y. Alors, c'est compliqué parce que l'empreinte carbone, le carbone, ça se mesure et ça se compte. La paix, non, c'est très riche d'ailleurs. C'est pas facile d'en épuiser le sens. C'est pas simplement l'absence de guerre. Je crois que on peut pas avoir une empreinte paix, si vous voulez, comme on a une empreinte carbone. Ça, j'y crois pas. En revanche, effectivement, là, vous interpellez un petit peu parce que la situation est tellement dure qu'on a tous tendance un peu à mettre en avant le négatif, ce qui détruit. Et en fait, on ne va pas se mobiliser pour ça. On se mobilise pour des aspects positifs. Et ça, c'est vraiment un défi qui est énorme dans la période dans laquelle on entre, parce qu'effectivement, la destructivité est très puissante. Comment trouver un récit qui arrive à valoriser correctement ce qui résiste, à valoriser ce qui est fragile, à valoriser la vulnérabilité, à valoriser les relations qu'on peut entretenir entre nous, qu'on entretient avec le reste du vivant, c'est vraiment pas simple. Alors on a besoin de bons écrivains, de bons cinéastes, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas, et même ça serait presque contre-productif, si vous voulez, d'essayer de ces aspects très, très lourds de sens, très lourds de signification, par exemple un mot comme le mot « paix », de le mettre sur le même plan que les choses qui se mesurent. Moi, je fais partie à Lausanne d'un petit groupe qui s'appelle le CENAC. C'est un groupe sur la non-violence. On réfléchit à la non-violence. Alors attention, la non-violence, c'est pas la lâcheté, hein, comme disait Gandhi. On doit éviter, non pas jusqu'au bout, la violence, jusqu'au moment où l'éviter nous ferait tomber dans la lâcheté. Et donc, la paix, ça doit rester vraiment l'idéal. Et ce dont on a besoin, c'est précisément une paix qui ne soit pas simplement entre les hommes, mais qui soit une paix avec le reste, entre nous et le reste du vivant, en y reprenant notre place. Mais vous voyez, ça va même au-delà de l'idée de paix interhumaine, et c'est vraiment ce qu'on doit viser. Là, vous avez vraiment raison. Mais là, ce n'est pas d'indicateur qu'on a besoin, c'est de grandeur d'âme, de volonté, d'exemple, de récit. Et certainement pas simplement quelque chose d'aussi simple qu'un indicateur. Je vais vous décevoir, mais je ne vois pas autrement. Alors pour vous réenchanter, pour vous dire qu'après la pause, François Grunewald, dans sa tribune sur reconstruire la paix, va parler très largement de ça. On a parlé des limites planétaires. Je suis désolé, mais la limite en temps qui nous était impartie est épuisée. Donc je vais vous demander de remercier nos 3 intervenants.